Alors, en attendant que le virtuel revient, vous voyez, on revient au papier, hein, au billet de banque papier. C'est une illustration en direct de cela. Alors, notre intervention sera divisée en trois parties. Une première partie sur l'organisation de la banque et, si je puis dire, l'application des principes napoléoniens, mais très personnels, de l'empereur. Alors, une première partie consacrée plus effectivement à l'organisation, et nous allons échanger pour chacune des parties. Déjà, dans l'esprit de Napoléon, je pense que ce qui a compté dans la question pourquoi un établissement privé, c'est aussi sa manière d'envisager, de concevoir le pouvoir. Parce que pour Napoléon, il y a une constante essentielle, c'est pas de mélange des genres. Donc, la guerre, c'est une affaire de militaire, le droit, une affaire de juriste, et la banque, une affaire de banquier. Donc ça, on retrouve très clairement cette distinction chez lui, parce que dans toute l'histoire de ce qu'il va mettre en place de la banque, eh bien, certes, il y a des commerçants, des industriels, des banquiers, mais on voit bien que c'est le milieu privé des affaires qu'il installe à la banque. Avec donc, on l'a dit ce matin, deux banquiers, effectivement, l'origine de la banque, qui lui ont soufflé l'idée et qui lui ont comme ça, Perregaux et Lecouteux. Alors je dois dire que, en cherchant dans la correspondance de Napoléon que la Fondation a mis en ligne la correspondance intégrale, 45 000 lettres, ce qui est frappant, c'est qu'avant 1800, il n'emploie jamais le mot banque. Le mot banque n'apparaît pas. Le mot monnaie, oui, évidemment, etc. Ça, il connaît les planches à monnaie, la monnaie métallique, etc. Mais le mot banque n'apparaît jamais dans sa carrière, donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas réfléchi, mais quand même, c'est peut-être un domaine où il n'a pas encore toutes les compétences et les connaissances. Donc, il faut qu'il aille vite. Je rappelle que quand il prend le pouvoir, la France est dans un état financier désastreux, que le compte de la caisse du Trésor public, de la caisse centrale de Paris, donne que 100 000 francs, c'est-à-dire de quoi tenir une après-midi. Donc la pression est très forte et que, confronté au système de finances, le pouvoir s'est adressé à des banquiers, d'ailleurs dont ceux-là, hein, la Banque de France n'était pas créée. Eh bien, on lui a proposé, il a demandé 12 millions. Hein. Les banquiers avaient d'ailleurs raconté qu'il avait fait un magnifique discours, mais bon, les discours c'est bien, mais pour les banquiers, les garanties c'est mieux. Donc, ils ont accepté de prêter 3 millions et 9 autres, mais les 9 autres gagés sur la loterie nationale. Parce que là, on était à peu près sûr de récupérer ses avoirs. Les Français jouent toujours et jouent toujours. Donc, il n'y avait pas beaucoup de risques. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est le taux de cet emprunt. À court terme, pourtant, eh bien, c'était 4% par mois. Donc le pouvoir était obligé d'accepter ça, mais c'est dire dans quel discrédit on était tombé. Donc discrédit pour l'État, mais aussi pour les circuits économiques, pour la finance en général. Alors pas forcément à ces taux hyper, mais quand même. Ce que veut le premier consul, donc qui effectivement, j'ai appelé ça chacun à son poste, effectivement met ses banquiers dans, si je puis dire, à la tête de tout cela, à la fois comme conseil, initiateur et qu'il suit, hein, très clairement, avec une certaine, au départ, hein, François de Coustin l'a signalé, une certaine liberté dans leurs actes. Aussi, ils l'ont confère assez rapidement dans cette organisation des honneurs. Et puis, il est assez vigilant pour qu'il n'y ait l'appât du gain. Arnaud Manas l'a rappelé. Il faut que cette banque rapporte. N'est pas seulement un établissement destiné à fluidifier l'économie. Elle n'est pas un établissement public. C'est une banque d'affaires. Et donc, elle doit rapporter. On voit dans cette lettre de Napoléon à Molien, du 29 mai 1810, où par l'appât du gain, il
écrit à son ministre du Trésor public. Ainsi, par exemple, dit-il, les 2 millions qu'elle aura placés pour servir de réserve dans les banques de Rouen et de Lyon, on en parlait ce matin, lui rendront 16%, elle ne paye que 6%. Il reste donc pour la masse des actionnaires un profit de 10%, quand même pas mal, hein. Pénétrer le gouverneur de la banque de la vérité de ses observations. Donc il y a toujours chez lui les banquiers donc à la tête des banques, mais aussi on cherche toujours à ce qu'il soit quand même intéressé, même s'il y aura quelques limites, parce qu'il a peur que, eh bien, on commence, si je puis dire, des opérations dans son dos. Donc il faut que cette banque reste attractive, hein. Ça fait partie d'ailleurs des conceptions de pouvoir qu'il a, hein. Pour lui, les hommes doivent être gavés d'honneur et aussi d'argent, enfin ceux qui comptent, parce qu'il espère qu'on ne le trahira pas et surtout qu'avec les honneurs, eh bien, ils resteront fidèles. Là, en 1814, il pourra mesurer d'ailleurs, malheureusement, que ça n'a pas suffi, loin de là, hein, pour lui. Mais quel contrôle? Parce qu'avec Napoléon, on a un petit peu parlé, c'est quand même un personnage qui certes accorde des plages de liberté, qui certes place les hommes aux bons endroits, hein, c'est aussi sa caractéristique, hein, eh bien, avec quel contrôle? Alors, voici la devise de la Banque de France. J'ai l'image après de la médaille. La sagesse fixe la fortune, c'est la devise, hein, mais y a-t-il eu vraiment, on en a parlé, l'indépendance? Alors, je dois dire que, toujours à partir de la correspondance de Napoléon, on trouve, émanant de lui, un petit peu tout et son contraire, hein. Par exemple, il dit à Estève, hein, le trésorier général de la Couronne, si vous pouvez, en 1806, si vous pouvez réaliser les 10 millions en argent sans faire tort à la banque, faites-le, mais prévenez-moi avant de rien faire. Il est intéressant pour moi d'avoir désormais 10 millions en argent dans ma caisse, surtout dans de telles circonstances, pour activer les opérations de mon armée. Donc vous voyez qu'il lit très clairement sa politique à la banque, et que donc c'est quelque chose qui compte dans le financement et dans son système de finances, on va dire. Un peu plus tôt, hein, 6 mois avant, il reprochait le contraire, en fait, à son ministre du Trésor, qui était alors Barmé Marbois, le 15 décembre 1805, où il lui dit « Il n'y a aucun de vos embarras que je n'ai prévu, même ceux de la banque. Vous êtes un très honnête homme, mais je ne puis pas croire que vous êtes entouré de fripons. » Hein. Il parle là des banquiers. Au reste, je serai peu dans ma capitale et j'arrangerai mes affaires. Donc, on voit que là, en réalité, cette indépendance, oui, il est en train de la limiter, pour ne pas dire plus, parce qu'il pense qu'on le vole quelque part. Donc, il va toujours naviguer, si je puis dire, entre intérêts des banquiers, certaines indépendances qu'il faut quand même laisser, les intéresser, mais quand même les contrôler, et avoir comme ça la main, finalement, sur les affaires, sans rentrer dans le détail, hein. Je suis frappé quand même par rapport aux autres systèmes de finances qu'il contrôle, hein, c'est-à-dire les finances de l'État, ça peut être la caisse d'amortissement, enfin, j'en passe beaucoup. Sur la Banque de France, évidemment, il recevait les bilans, etc., mais on ne le trouve pas très intrusif sur les comptes, c'est-à-dire sur les détails des comptes. Alors que dans les autres administrations, il est en permanence en train presque de recompter. Je me souviens de cette lettre à Fouché où il lui écrit Monsieur le ministre, dans la caisse du sous-commissariat de Caen, il manque 50 centimes. Bon, je pense qu'il y avait une part chez lui à la fois effectivement de la volonté d'exactitude des comptes, mais aussi d'impressionner son ministre en lui faisant croire qu'il avait l'œil à tout, et notamment qu'il comptait parfaitement l'argent. Mais on ne retrouve pas ça pour la banque, par contre. Donc il y a quand même chez lui une séparation, si je puis dire, assez nette dans son esprit, hein. Et là, je passe la parole à mon correspondant. Merci beaucoup, Pierre. Alors effectivement, 225 ans après, la banque a conservé sa devise, incontestablement. La sagesse fixe la fortune, mais on sait tous que la fortune telle qu'elle se conçoit à la fin du XVIIIe et encore au début du XIXe, c'est la chance. Et donc, on essaye aujourd'hui de concilier le fait que la sagesse fixe toujours la fortune avec le fait qu'aussi la chance sourit aux audacieux. Donc, la banque a acquis son indépendance à la faveur de l'union économique et monétaire. Ça, c'est un vrai changement par rapport à la conception d'indépendance de Napoléon Bonaparte.
au début des années 80, on connaît tous la loi du 4 août 1993 relative au statut de la banque et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Donc il y a la création du Conseil de la politique monétaire, présidé par le gouverneur, qui définit la politique monétaire, et je cite les termes, sans solliciter ni accepter d'instructions du gouvernement ou de toute personne. Là, évidemment, il y a un contraste assez saisissant avec les quelques citations que vous venez de nous faire émanant de Napoléon Bonaparte. Et puis, deuxième étape de l'indépendance, c'est 1999, où là, la Banque de France devient membre de l'eurosystème, système fédéral formé par la BCE et les banques centrales nationales. Et donc, les décisions de politique monétaire sont désormais prises collégialement par le Conseil des gouverneurs. Et donc ça nous renvoie vraiment à l'idée que la Banque de France a fait sienne cette devise, mais avec une conception de l'indépendance qui en est désormais l'un des atouts, l'une des cartes maîtresses, parce que c'est un élément incontestable de la confiance qu'on a beaucoup évoqué ce matin. Et l'une des valeurs de la Banque de France, si vous avez vu en bas les affiches, c'est précisément l'indépendance. Donc on y est tout à fait attaché. Ça, c'est un point d'organisation qui a donc été conquis dans le temps et qui contraste nettement avec la période de la création de la banque. Je pense qu'il y a eu un petit sujet d'ordre des slides, mais on va gérer. Voilà. Oui, parce que dans l'organisation napoléonienne, outre l'indépendance, effectivement, j'ai parlé des contrôles, et on retrouve aussi une autre constante de la politique napoléonienne de l'armée à la cour, passant par les finances, le fameux diviser pour régner. Napoléon, dans l'administration, a créé une administration forte, mais n'a pas voulu que cette administration, que cette puissance puisse eh bien, être plus puissant que lui, en somme. Donc, il, assez régulièrement, enfin de manière assez permanente, et surtout pour les finances, il va doubler en quelque sorte les responsabilités ou les diviser. Or, par exemple, pour les finances de l'État, ça a donné la création du ministère des Finances, qui donc établit les rôles d'impôt, calcule l'impôt, et le ministère du Trésor public, qui lui perçoit l'impôt et donc le met à disposition de l'État. C'est-à-dire que pour lui, il y avait ceux qui comptabilisaient et puis ceux qui encaissaient. Bon, ça peut paraître, c'est d'ailleurs une division classique, sauf que en les mettant dans des directions différentes, eh bien, en ne dépendant pas des mêmes chefs, cela pouvait créer une sorte de surveillance, d'émulation entre ces ministères qui font que, eh bien, si l'un s'apercevait que l'autre défaillait, elle pouvait en rendre compte directement à l'empereur, et inversement, bien entendu. C'était voulu. Très clairement, ça a donné aussi la guerre des polices, le préfet de police par rapport au ministre de la police, ça a donné aussi dans l'armée, enfin je pense à la guerre d'Espagne par exemple, des multi-compétences entre les maréchaux. Bref, il veut que personne ne soit en capacité sur un sujet, quel que soit le sujet, à lui faire de l'ombre ou qu'il puisse prendre tellement de puissance que finalement il le supplante par ou ses capacités ou ses attributions en réalité. Alors voici justement d'ailleurs les comptes rendus d'administration venant du ministère des Finances, mais vous aviez le pendant par le Trésor public, par le ministère du Trésor, qui, alors c'est pas tout à fait les mêmes publications, mais donc on voit bien que l'un contrôlait l'autre et inversement, au profit général, mais au profit de Napoléon. Et il y a évidemment aussi la création de la Cour des comptes en 1807. Alors, la Cour des comptes qui n'était pas juge de l'utilisation des fonds par l'État, mais qui était une cour qui devait contrôler les comptables, qui avait d'ailleurs une juridiction propre, qui pouvait sanctionner ceux qui, évidemment, étaient malveillants ou avaient fraudé. Donc dans son esprit, il y a se diviser pour régner, mais en plus encore une juridiction spéciale. Donc vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui, s'il laisse des espaces de liberté, met en place des systèmes, on va dire, assez intelligents, assez efficaces, puisqu'ils marchent depuis l'Antiquité, en réalité, pour que le système, quelque part, s'autocontrôle. Parce que dans Napoléon, il ne nous aura pas échappé qu'il ne faisait pas que regarder les comptes de la Banque de France. Il était Austerlitz, il créait une dynastie et il avait 1000 autres sujets. Donc évidemment, il avait une capacité de travail assez grande, mais enfin, il n'avait pas nos moyens d'aujourd'hui et il fallait quand même que pour qu'il puisse tout contrôler ou que le contrôle soit efficace, il y ait une grande part d'autocontrôle.
parce que finalement, nous sommes les meilleurs gendarmes de nous-mêmes, hein, et qu'il est difficile effectivement d'en mettre un derrière chacun d'entre nous. Donc si on a peur et si on pense que, eh bien, on est comme ça contrôlé, épié, surveillé, et que, eh bien, forcément, on va éviter et ne pas commettre certaines choses, c'est évident. Hein. Outre, effectivement, que là, il reprend la Caisse des comptes courants et peut-être des organisations classiques, mais l'organisation de la Banque de France l'arrange assez bien de ce point de vue, hein, puisque la Banque de France, c'est la loi du 24 Germinal en 11, sera administrée par 15 régents et surveillée par 3 censeurs, choisis entre tous les actionnaires par l'Assemblée générale. Les régents et les censeurs réunis formeront le Conseil général de la Banque. Donc on oppose régents et censeurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les subtilités des fonctions à ce moment-là, mais il y a non seulement un collège, mais aussi un autre collège en parallèle dont les fonctions parfois se conjuguent ou se croisent. Et pour être plus précis, à côté des régents, donc siègent 3 censeurs chargés de surveiller entre guillemets la banque. Ceux-ci assistent nécessairement à toutes les délibérations du Conseil général sans pouvoir prendre part au vote. Seule exception, la création ou l'émission des billets doit être formellement approuvée par les censeurs. Donc là, vous voyez que je veux dire, on met en place une administration parallèle qui a ses logiques et qui donc peut comme ça eh bien, surveiller les uns surveillant les autres, tout ça, j'ai dit, au profit évidemment de l'efficacité du système, mais aussi du pouvoir napoléonien. Et d'ailleurs, cette dichotomie entre le pouvoir des régents et des censeurs semble calquée d'ailleurs sur l'article 42 de la Constitution de l'an 8 qui dit « Dans les autres actes du gouvernement, le second et troisième consul en voix consultative signent le registre de ces actes pour constater leur présence et s'ils le veulent, ils y consignent leurs opinions, après quoi la décision du premier consul suffit. » Alors certes, Bonaparte n'a pas voulu introduire une divisée pour régner le concernant, parce que lui, il règne tout seul, c'est les autres qui divisent. Attention, il divise la multitude pour qu'il y en ait qu'un seul qui au total. Alors, article 17 pour la loi suivante, celle quand il reprend un peu plus le contrôle, on en a parlé en 1806, le Conseil général de la Banque continuera à surveiller toutes les parties de l'établissement, à faire le choix des effets qui pourront être pris à l'escompte, malgré qu'il y ait un gouverneur, c'est-à-dire quelqu'un qu'il nomme et qui, en principe, a le pouvoir, en principe seulement, parce qu'il y a quand même ce Conseil général, il y a quand même si je puis dire, des systèmes qui font que le gouverneur n'est pas tout seul dans son bureau à décider de tout, et même comme ça, s'il a été nommé par l'empereur. Alors, parmi les régents, parmi les premiers, mais enfin les plus historiques, il y a eu Crété, Jaubert, Laffitte, Pérégaux, Lecouteux, Récamier, Delessert, etc. Est-ce que vous croyez que tous ces gens-là s'aimaient? Non, bien sûr que non. Ils étaient en plus concurrents. Donc, je veux dire, ça ajoute au système de division, forcément. Même si ils ont pu s'entendre, évidemment. Parmi les censeurs, Guillaume Sabatier, proche de Cambacérès, c'est pas un hasard, Journu-Aubert, partisan du 18 Brumaire et sénateur. Donc, des hommes du régime, quand même, qui sont mis là. Pas par hasard, non plus. Louis-Charles Thibon, ça c'est un cas très intéressant. Espion de l'empereur, peut-être. Thibon, l'un des agents généraux des receveurs, est devenu régent de la banque. Il était, alors ça c'est un bulletin de police, pardon, qui dit cet agent général est mal vu de ses collègues qu'il accuse d'avoir plus nui à cet établissement que le nouveau mode établi pour le dividende. Alors là, pour les banquiers de l'époque, c'est grave. Il a été plus nocif que le paiement des dividendes qui avait été trop favorable aux citoyens. Donc ça veut dire, non seulement, et c'est pire, il ne nous fait pas perdre beaucoup d'argent, mais il y a quelque chose derrière, il est mal vu parce que très probablement, il renseigne. Et il faut savoir qu'il fut le seul régent qui était ensuite nommé sous-gouverneur sur ordre de Napoléon. Donc vous voyez où je vais en venir. Là, il a été, ses collègues ont peut-être compris qu'il était là pas seulement pour le bien de la banque. Alors, Napoléon dit d'ailleurs à propos de lui, j'ai nommé Monsieur Cretté gouverneur de la banque et Monsieur Thibon sous-gouverneur parce que je les connaissais personnellement l'un et l'autre, dit-il à Gaudin le 29 avril 1806. Donc ça veut dire que effectivement il a nommé 2 hommes à lui, mais chacun il les connaît séparément. Enfin ils se connaissent sans doute, mais je ne sais pas s'ils étaient adversaires ou quelles étaient leurs relations, mais très probablement que s'il les a installés, si je
puis dire comme ça, en parallèle, eh bien, il était sûr que l'un pourrait contrôler l'autre. Donc, dans l'organisation de la banque, on retrouve à la fois cette notion de chacun à son poste, la banque étant une affaire de banquier, on la confie aux banquiers, mais on les intéresse, on les couvre d'honneur, donc d'argent aussi, mais enfin quand même, on installe des systèmes intérieurs qui vont mettre en place le diviser pour régner et une sorte d'autocontrôle, alors même que, on le sait, on va y revenir, il intervient assez directement. Et 225 ans après, Monsieur le secrétaire général, le diviser pour régner. Alors 225 ans après, effectivement, l'organisation de la banque a survécu à travers une très grande variété de régimes politiques. Quand on y pense, un consulat, 2 empires, 3 monarchies, 4 républiques, et la banque est toujours là avec une organisation qui a subsisté en s'appuyant à la fois sur des constantes et sur une faculté d'adaptation. Alors dans les constantes, on l'a dit beaucoup ce matin, incontestablement, c'est une institution de confiance. Je crois que c'est la première valeur, le premier atout de la Banque de France. Elle s'inscrit dans la durée au service des Français. Et ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que c'est un observateur à la fois neutre et objectif de la situation économique. Et c'est surtout un observateur actif qui bénéficie de son indépendance pour la stratégie monétaire au niveau de l'eurosystème, pour la stabilité financière et pour l'activité économique. Donc ça, la confiance, c'est clairement une constante depuis 225 ans. Autre constante, ce sont les organes exécutifs, où finalement même les libellés n'ont pas changé. Un gouverneur, 2 sous-gouverneurs, vous l'avez dit, créés au début du XIXe siècle, nommés aujourd'hui par décret en Conseil des ministres, mais changement important, et ça on peut être certain que Napoléon Bonaparte ne l'aurait pas validé, la nomination du gouverneur doit désormais être approuvée par le Parlement, ce qui est une logique transpartisane, la garantie d'un choix sur la base de compétences et pas d'une orientation politique. Et le gouverneur doit aujourd'hui rendre compte de son action devant les commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et puis, le Conseil général demeure le principal organe délibératif. Et là aussi, on voit que la dénomination n'a jamais changé. Mais la gouvernance a profondément évolué. D'abord, le gouverneur et les sous-gouverneurs s'appuient sur le comité de direction de la banque, qui rassemble aujourd'hui les 10 directeurs généraux, chacun étant à la fois responsable d'un domaine d'activité et partie prenante aux décisions transversales d'animation et de stratégie de la banque. Je précise d'ailleurs que parmi les 10 postes de directeurs généraux, il y en a 2 qui n'ont pas changé d'intitulé depuis 225 ans, le contrôleur général et le secrétaire général, avec une exception de quelques années pendant lesquelles on disait secrétaire du Conseil général. Mais depuis 1843, c'est le secrétaire général. Autre évolution, le Conseil général, précisément, lui, il a profondément évolué dans sa composition, bien entendu. Ce ne sont plus les familles d'actionnaires, ce ne sont plus les fameuses 200 familles qui, pendant un temps, et notamment entre les 2 guerres, étaient le symbole du capitalisme français. C'est une évolution drastique pour représenter non plus les actionnaires, mais désormais l'actionnaire unique, l'État, et représenter surtout l'intérêt général, non plus de l'Empire, mais de la République, avec non plus des régents, mais 12 membres, dont le gouverneur et les 2 sous-gouverneurs, qui exercent collectivement l'essentiel des fonctions d'un conseil d'administration et qui sont nommés, pour la majorité d'entre eux, par des élus politiques, donc président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. La gouvernance est donc organisée à la fois pour assurer l'indépendance de la Banque de France pour la conduite de la politique monétaire dans le cadre de l'eurosystème, pour assurer sa compétence et celle des femmes et des hommes qui la constituent, et son efficacité. Et donc, Pierre, on peut se demander si on a réellement pérennisé, je dirais, les principes de gouvernance de Napoléon Bonaparte, mais ce qui est certain, c'est qu'on a pérennisé de manière très fidèle la devise historique de la Banque de France, la sagesse fixe la fortune. Voilà, là voilà.
La médaille, la sagesse fixe la fortune. Jolie phrase, hein. Et effectivement, qui faite pour inspirer la confiance. On en a parlé ce matin. C'est la clé de tout le système. Sans confiance dans une banque ou un système monétaire, il ne peut exister évidemment. Il n'existe que parce qu'on y croit et qu'on entretient une certaine confiance. Alors, dans l'esprit de Napoléon, on voit très clairement qu'il a voulu transférer le risque à la Banque de France on va dire, du crédit privé et du financement privé. Pour lui, encore une fois, chaque chose à sa place. Le financement de l'État, une chose publique. Le financement du privé, une chose privée. Et il ne veut pas, en réalité, on s'en rend bien compte, que cette notion du risque soit prise par l'État. C'est quelque chose qui le gêne foncièrement. En cela, il n'est pas du tout, il n'aurait jamais été pour les nationalisations, il n'aurait jamais été pour ce genre de système. Il est foncièrement attaché, même si il veut encourager l'économie, que quelque part, il cherche à la diriger. Il n'est pas dirigiste, il n'est pas interventionniste, au sens où on peut l'entendre aujourd'hui. D'ailleurs, les capitaux engagés le sont par les actionnaires, même si l'État prête la main, mais il n'est pas majoritaire, même si lui met des capitaux, mais c'est autre chose, il le fait à titre privé. Donc chez lui, c'est donc un financement privé et un risque privé. La responsabilité des opérations incombe à la banque, mais elle doit être sage, parce que, évidemment, Banque de France, rien que par son nom, elle engage quand même le gouvernement et le régime. Mais on remarquera que cette dichotomie, enfin le fait de l'indépendance de la banque aussi, fait en sorte que s'il lui arrive malheur, n'emporte pas forcément le régime, et inversement d'ailleurs, ce qui se passera. C'est que quand le régime politique tombe, la banque ne tombe pas. Et bon, la banque n'est jamais tombée, hein, donc on n'a pas l'exemple, et elle n'est pas prête de tomber. Donc, mais dans son esprit, il y a eu ça aussi, hein, en 1800, très probablement, quand il y a un tel désordre financier, bon, c'est bien une nouvelle banque, etc. Mais bon, il se passe quelque chose, il y a eu énormément sous le directoire de faillite bancaire, eh bien, si se passait quelque chose, il ne voulait pas que son régime soit menacé ou touché. Alors, ça, c'est déclaration de Perregaux, hein, l'Assemblée générale de la Banque en octobre 1800, hein, qui est donc en ligne sur le site des archives de la Banque. Il dit, Perregaux, la Banque n'est nullement gouvernementale, libre par sa création, qui n'appartient qu'à des individus, indépendante par ses statuts, affranchie des contacts qu'aurait pu lui imposer un contrat passé avec le gouvernement. Elle ne négocie avec lui que lorsqu'elle rencontre ses convenances. Donc, dans le bon intérêt de tout le monde. Alors, est-ce que ce fut toujours appliqué? Et évidemment, ça c'est un discours d'intention, mais les intentions se sont-elles traduites en actes? Pas toujours. Vous avez cette lettre de Napoléon, même Perregaux, le 13 octobre 1801, donc un an pile ensuite, où il lui dit « Je reçois l'état de situation de la banque au 21. Dans les circonstances où nous nous trouvons, la banque est trop circonspecte. Elle pourrait davantage aider la place. 5 600 000 francs en caisse, en argent pourrait comporter dans le moment actuel 25 millions de billets en émission. » Donc là, on voit qu'il pousse la banque, alors même qu'en principe, leur relation ne devait être que strictement financière et donc... on va dire totalement rationnel. Donc là, on voit que le politique tente quand même d'intervenir, même si c'est pas une intervention massive. Hein. Donc très clairement, il va lui-même, par moment, entailler si je puis dire, son propre système d'indépendance. Hein. Accreté aussi, hein, le 13 avril 1802, il dit « Je désirais que vous me fissiez connaître ce qu'il y aurait à faire pour achever l'établissement de notre banque qui n'est qu'ébauché. » Donc pour lui, elle est encore très provisoire, en profitant de la session du corps législatif actuel pour la faire constituer banque nationale et la mettre à même de nous rendre les mêmes services que rend la Banque de l'Aude. Les mêmes services, c'est services à son régime. Hein. À cet effet, vous trouverez ci-joint un exposé qui m'a été remis par un agent de la banque. Tout ceci doit être pour vous seul. Donc, il se demande si quand même à un moment on ne peut pas franchir le pas, c'est-à-dire que la Banque de France, parce qu'en 1802 la situation financière même redressée reste quand même délicate, si la Banque de France ne peut pas devenir eh bien, la banque de l'État et lui avancer, parce que c'est ça, lui avancer les millions dont elle a besoin. Donc on voit quand même qu'à des moments il se pose la question et que, je l'ai dit, quand il arrive en 1800, bon, il a sans doute ses principes de gouvernement, mais la banque, pour lui, c'est quand même un objet pas étranger, mais qu'il ne connaît pas bien. Mais plus il avance, plus voilà, il se dit peut-être qu'on peut quand même quelque part en profiter.
Un peu plus tard, il dira aussi, si vous pouvez réaliser les 10 millions en argent sans faire tort à la banque, faites-le, mais prévenez-moi avant de rien faire. Il est intéressant pour moi d'avoir désormais 10 millions en argent dans ma caisse, surtout dans de telles circonstances, pour activer les opérations de mon armée. Là encore, effectivement, il tente d'utiliser la banque pour le financement de la guerre, en l'occurrence, mais sans faire tort à la banque, c'est-à-dire sans que personne ne soit au courant. Parce que, en fait, il veut le faire, mais de manière discrète. Il a conscience que, si on sait que, si je puis dire, il aspire tous les fonds de la Banque de France, elle va perdre non seulement son indépendance affichée, mais en plus la confiance. Donc, il agit à pas mesuré. Donc, c'est toujours un pas de deux avec lui. Hein. Là on est revenu, oui, il y a eu un problème dans les slides, excusez-nous, parce que je suis en train de ce qui me semblait que tout à l'heure ça n'allait pas, mais là au contraire il trouve, ce que j'ai déjà lu tout à l'heure, que la banque entourée de fripons a été trop loin dans les affaires en réalité, et là cette crise de 1805-1806 en fait c'est parce que la banque a avancé beaucoup d'argent aux fournisseurs de l'armée, alors sans qu'ils le sachent tout à fait, mais a essayé de sauver les finances publiques et enrayer la crise financière en se mettant à découvert pour la compagnie des négociants réunis qui était la compagnie qui fournissait toute l'armée. Alors autre exemple aussi où on voit quand même que les montants augmentent et qu'ils tentent là encore juste après la crise d'ailleurs d'intervenir et que la banque finance le régime, il dit cela est facile en prenant 40 millions d'obligations sur 1807 pour le service de novembre et décembre et en mettant en place 40 millions d'effets de l'affaire d'Espagne qui ne seraient pas escomptés. Il paraîtrait donc à propos de demander à la banque pour cette année un escompte de 110 millions, il ne va pas par quatre chemins, 110 millions c'est à peu près le budget de la marine, qui se répartirait sur 8 mois mais inégalement et selon les besoins. Alors ça se fera plus ou moins, on va le voir dans le décompte final, mais voilà, mais enfin disons il monte de niveau là. On parlait de 5, 10 millions, là on est passé à 110 carrément. Donc qui est quand même assez important. Mais après, il fait machine arrière quand ça va un petit peu mieux. On voit bien que c'est au gré des événements et puis des besoins, forcément. Il dit, faites-moi connaître si la banque peut vendre ses 13 000 actions et si on était embarrassé. Si on ne pourrait pas les faire acheter par la caisse de l'extraordinaire, c'est-à-dire que là, c'est lui qui veut financer la banque. Quel prix réel croyez-vous qu'à l'action de la banque aujourd'hui? Il faut remplacer quelque argent de la caisse de l'extraordinaire, qui était la caisse qui ramassait tout ce qu'on prenait à l'étranger. Combien de domaines extraordinaires pourrait-il les acheter? Donc là, c'est lui qui injecte des fonds dans la banque. Vous voyez que contre intérêt, bien sûr. Il veut que ça rapporte. Mais voilà, il y a chez lui, comment dire, des conceptions parfois qui ne sont pas toujours nettes et qui peuvent varier, je dis, en fonction des circonstances. Alors, le bilan, parce que bon, on va passer tous les épisodes, sinon on vous garderait 3 ou 4 jours. L'importance de la banque dans le financement napoléonien. Est-ce que la banque s'est transformée, comme on l'a dit, en banque de Bonaparte ou en banque de l'État? Et la réponse est non. Parce que si on regarde l'endettement napoléonien au 1er avril 1814, alors les comptes sont faits en plus par ses successeurs, le baron Louis, aux finances notamment, et donc par le régime de Louis XVIII, on s'aperçoit que la Banque de France, on lui devait 54 millions sur 706. Donc elle n'a pas, c'est pas elle qui était celle qui finançait le régime, et je l'ai même en camembert. Vous voyez, c'est encore plus parlant. La Banque de France n'était dans le bilan final napoléonien présent que pour 8%. 92%, c'était d'autres caisses, d'autres systèmes. Donc c'est pas elle qui effectivement est venue au secours de la guerre, et fort heureusement pour elle, parce que quand le régime s'est écroulé au 1er avril, terminé au 1er avril 1814, si c'était un camembert inverse, c'est-à-dire si l'État, qui n'avait plus de moyens à cause de la guerre, avait dû rembourser 92% à la Banque de France, il ne serait sans doute pas arrivé, on l'aurait su, et je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Donc il a malgré tout essayé quand même d'avancer ses pions, il a été conscient qu'il ne pouvait pas aller bien loin, et fort heureusement c'est ce qui a assuré la pérennité de la banque, et 225 ans après, cher Claude Puyot. Oui, donc c'est le slide qu'on a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas le recommenter. Simplement, on voit que
l'indépendance de la Banque de France a été progressivement conquise vers la fin du XXe siècle. Et l'un des éléments de la compétence de la Banque de France, c'est l'émergence de qualités macroéconomiques qui n'étaient pas nécessaires au moment de sa création. Mais dans le monde mondialisé dans lequel on s'est trouvé au XXe siècle, c'était devenu juste indispensable. Et la question qu'on peut se poser finalement, avec un certain anachronisme dans la formulation, finalement, est-ce que le premier macroéconomiste de la Banque de France, ce n'était pas tout simplement son fondateur ? Effectivement, notre troisième partie, Napoléon, macroéconomiste, le prix de l'argent. Donc je l'ai dit tout à l'heure, s'il fut interventionniste avec les limites que j'ai données, l'empereur n'incita jamais l'État à entreprendre directement, laissant cela à l'initiative privée. C'est le transfert de risque dont je vous parlais, mais cette prudence allait aussi chez lui avec une aversion pour le risque en affaires. Napoléon aimait jouer placé, c'est-à-dire vraiment gagnant plutôt. Placé et gagnant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui au jeu, d'ailleurs il trichait, pour gagner, quel que soit le jeu, il voulait toujours gagner. Donc en finance, monsieur le secrétaire général, vous savez que c'est compliqué, on ne gagne pas toujours, mais lui, il ne veut jamais perdre. Donc là, si vous ne voulez jamais perdre, vous ne vous lancez pas dans les affaires. C'est pas possible. Donc, d'ailleurs... on a quelques très rares exemples. Celui de la Caisse Lafarge, par exemple, il n'a pas voulu que l'État entre au capital d'entreprise ou de banque directement. Et je le rappelle, celui de la banque étant détenu par des investisseurs privés, ou si l'État avait avancé des fonds, il n'avait fait qu'avancer des fonds. Il ne les avait pas, si je puis dire, investis en capital, et donc... ces fonds pouvaient être remboursés. Donc il a préféré en fait que la banque serve à sa vision économique, c'est-à-dire soutenir, aider ou coordonner l'action économique plutôt que de se substituer à elle. Ça, c'est un principe très important chez lui et dont la Banque de France est une exacte traduction. Alors vis-à-vis de la banque, il intervient surtout, alors j'ai montré qu'il avait pu demander par-ci par-là des avances et qu'il essayait de grignoter tout ce qu'il pouvait, mais son principal souci, on en revient à l'intervention d'Arnaud Manas ce matin, c'est effectivement le prix de l'argent, le taux de l'escompte, qu'il veut à 4%, qui pour lui qui est un taux, on va dire, raisonnable. Alors pourquoi il le veut à 4%? On va dire il pourrait vouloir à 0 ou 1 d'ailleurs, parce que c'est encore mieux pour l'économie. Sauf que si c'est à 0 ou 1%, ses propres placements tomberont à 0 ou 1%. Donc comme il estime que le prix de l'argent et ce qu'il veut recevoir c'est 4%, il faut que ce soit 4% pour tout le monde, donc y compris, ça sera pour lui, enfin pour lui, pour les finances de l'État et toutes ses caisses. Donc pour lui, réguler le taux de crédit représentait la fonction principale de la banque. Là, je suis encore désolé de rejoindre l'analyse d'Arnaud. Alors, il y a le taux, bien sûr, de l'escompte, ça c'est une chose, mais aussi le volume. Parce que vous pouvez prendre quelques effets, à 4%, c'est bien, mais combien vous en prenez ? 10, 20, 100, 200, 300 millions. C'est ça qui change la donne aussi. Alors, il n'a cessé d'intervenir aussi, bien sûr. Il a voulu que la banque, dans des conditions raisonnables, la sagesse fixe la prudence, prenne le plus possible d'escompte, de réescompte ou d'escompte direct. Estimant que la banque était soit trop laxiste, ce qui la mettait en difficulté, soit trop restrictive, ce qui étouffait le commerce. Donc là aussi, il a été ambivalent et dans une sorte de pas de deux. Donc au gré des périodes et des crises, il reprocha tout et son contraire à la banque, il faut le dire, balançant entre son aversion pour le risque et la crainte de ne pas suffisamment soutenir l'économie. Alors il y a quelques exemples. Barbé-Marbois, 10 février 1804, il dit « Il y a en France beaucoup de manufacturiers, beaucoup de négociants qui ont besoin d'escompter, et le premier consul ne pourra reconnaître les sentiments dont les regents de la banque se disent animés que quand il verra l'escompte constamment ouvert aux manufacturiers et aux négociants, et à la banque occupée à pratiquer les moyens qui peuvent tendre à maintenir l'argent à un bas intérêt. » C'est-à-dire, accorder beaucoup de crédit pas cher. Je veux dire, si je puis dire, c'est peut-être un langage parfois difficile à entendre pour les banquiers, pardon, monsieur le secrétaire général, mais enfin, donc prêter beaucoup et pas cher. Bien. Alors, un an après, il va dire le contraire. Ce que vous me dites, Barbé-Marbois, toujours, de la banque mérite des explications. Si la réserve est petite, c'est-à-dire, oui, elle avait prêté beaucoup, donc elle avait moins de disponibilité et de garantie, c'est sa faute. C'est qu'on négocie un grand nombre de petits papiers de circulation qui n'ont point de marchandises derrière. Cela serait ainsi tant qu'on escomptera par action, ce qui est contraire à la loi. Mon intention est que cette manière d'escompter finisse, c'est là où est tout le mal.
Donc là, c'est l'exact contraire. Vous escomptez trop, sans garantie. J'aime bien d'ailleurs le terme employé de collatéral. Pour dire garantie, parce que effectivement, alors je rappelle, c'est l'excellent film de ce matin qui nous a maintenus en haleine et en suspense, c'est que je rappelle qu'une traite est escompté, on va chercher l'argent chez celui qui l'a émis, c'est-à-dire celui qui a facturé, c'est-à-dire non pas chez le client, mais chez le fournisseur. Donc, il y a beaucoup de discours napoléoniens là-dessus aussi, c'est oui, d'accord, vous accordez des traites, c'est-à-dire il a émis des traites pour se faire payer, mais est-ce qu'il a encore des marchandises, est-ce qu'il a du bien, parce qu'au cas, s'il ne touche pas l'argent en retour ou s'il a fait de mauvaises affaires, est-ce qu'on peut saisir chez lui des biens, parce que c'est la garantie, hein. Il ne saura pas échapper que quand on emprunte, les banques demandent quelques garanties du collatéral, dirons-nous. Hein. Je vous engage, hein, la prochaine fois que vous demandez, vous allez chez votre banquier, à lui dire qu'est-ce que vous voulez comme collatéral de ma part. C'est le nouveau terme, il est plus joli, je trouve. Alors, on l'a cité ce matin, mais il va rappeler à plusieurs reprises cela, jusqu'à dire, cette volonté quand même d'escompter à 4%, ce que vous devez dire au gouverneur de la Banque de France, dit-il à Molien, c'est qu'ils doivent écrire en lettres d'or, dans le lieu de leurs assemblées, ces mots, quel est le but de la Banque de France d'escompter les crédits de toutes les maisons de commerce de France à 4%. Vous voyez, là, il était revenu encore à sa conception d'origine, dit-il à Molien le 15 mai 1810. Là, la situation était meilleure, donc il ne comprenait pas que la banque n'insuffle pas dans l'économie ou ne permette pas suffisamment de crédit. Alors, là aussi, on pourrait rester longtemps sur toute l'histoire à ce moment-là de l'escompte, hein, bien sûr, et ensuite, mais quel était le résultat de l'escompte comparé au plafond des avances de l'État, c'est-à-dire quelle a été la part de l'activité économique vis-à-vis des manufacturiers, des industriels, donc de l'escompte, comparé au financement de l'État. Donc là, vous avez une courbe tout à fait parlante, du moins je l'espère. Le petit trait en bas, c'est le financement autour des 100 millions de la banque vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire ce qu'a avancé la banque, hein, maximum 110 millions à l'État napoléonien. Et en bleu, vous avez les courbes de l'escompte. Le courbe de l'escompte, donc vous voyez que c'est bien supérieur et que les montants donc distribués ou accordés en crédit à l'économie étaient bien supérieurs au financement de l'État. Donc la banque a été vraiment celle qui, alors peut-être pas dans les dimensions voulues par Napoléon, mais quand même la banque de l'escompte. Et 225 ans plus tard. Et 225 ans plus tard, l'escompte n'est plus tout à fait le service unique rendu par la Banque de France, puisque heureusement, il y a eu un enrichissement de ces missions et donc des services rendus à nos concitoyens, avec désormais 3 missions qui sont bien connues et que vous allez pouvoir afficher en lettres d'or en bas au moment du déjeuner. La stratégie monétaire dans le cadre de l'eurosystème. Et évidemment, on remplit assez bien cette mission puisque, comme vous le savez, l'objectif, c'est de ramener l'inflation à 2%. Et pour mémoire, l'inflation en France en 2024, c'était 2,3%, avec un engagement de revenir à 2% dans le courant de l'année 2025. Deuxième mission, c'est la stabilité financière, donc comprendre la supervision des banques et des assurances et des infrastructures de marché de manière générale. Et puis troisième mission, qui est sans doute la plus récente, les services à l'économie et à la société. Hervé Gonsard en a parlé ce matin. Il y a eu un enrichissement très net de cette mission depuis la fin du XXe siècle, avec le surendettement, l'éducation économique et financière des publics et désormais l'indicateur climat. Donc on voit un très net enrichissement, une variété accrue des missions confiées à la banque et ce qui demeure, c'est l'engagement déterminé de la banque dans l'exercice de ses missions. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je ne reviens pas sur la baisse de l'inflation grâce notamment à la politique monétaire. On a aussi parlé avec Éric Lacourrège de la modernisation des moyens de paiement et notamment de la perspective d'une monnaie numérique de banque centrale. La résilience du système financier français malgré les risques cyber qu'on connaît bien. La numérisation ou tokenisation de la finance, qui est vraiment le sujet d'actualité sur lequel on travaille beaucoup. Le défi de la transition climatique, je n'y reviens pas. Et puis la surveillance des pratiques des marchés pour la protection de la clientèle, notamment la lutte contre la fraude, qui est l'une des fonctions majeures de la Banque de France pour préserver, toujours pareil, la confiance dans les banques et la confiance dans les moyens de paiement. En conclusion,
Alors, est-ce que vous connaissez la distance entre Waterloo et Maastricht? Eh bien, ça n'excède pas 120 km. Et malgré cette distance très faible, hein, qui se fait vraiment en 1 heure en voiture aujourd'hui, il aura fallu 178 ans pour passer d'une conception de l'Europe à une autre, c'est-à-dire de la défaite de l'Empire le 18 juin 1815 au traité de l'Union européenne, entré en vigueur le 1er janvier 1993, en s'appuyant sur la monnaie unique comme ferment à la fois de l'unité économique, de l'unité monétaire et de l'unité politique. On cède maintenant la parole à Mathieu de Oliveira et Anne-Sophie Marteneau pour voir comment a évolué le personnel de la Banque de France. Merci.